bonjour tout le monde. Alors j'ai le privilège de présenter le prochain conférencier. Donc j'en suis très heureux d'ailleurs de le présenter. Donc il nous vient de l'Université de Lorraine, plutôt du côté de Metz. Il est co-directeur de l'équipe INSERM Inspire. Écoutez, je vais lui passer la parole à mon ami, le professeur Cyril Tarquinio. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors je vais vous parler non pas de travaux de recherche, parce que sur le domaine on commence à les mener, mais plutôt d'un questionnement qui est le nôtre, qui est le mien, à la fois dans le cadre des travaux de recherche que je mène sur les psychothérapies, mais également dans le cadre du développement de ces travaux de recherche sur les nouvelles formes de psychothérapie. La petite histoire, c'est que on a à Metz développé la thérapie EMDR depuis maintenant plus de 20 ans. À l'époque où personne n'y croyait, comment est-ce qu'on allait bien soigner les gens avec des mouvements des yeux. On a mené des travaux sur la pleine conscience. Lionel Strub faisait partie de ces premiers doctorants en France qui ont travaillé sur les protocoles MBSR. Et puis, j'évoquais cela ce matin, j'ai un DU qui va ouvrir à la rentrée prochaine sur l'utilisation des plantes et des champignons dans la prise en charge des troubles psycho-émotionnels avec la fac de pharmacologie en Lorraine. Parce que je crois que le psychologue se doit aujourd'hui d'avoir des outils qui vont bien au-delà de la psychothérapie pour prendre en charge sur le plan psychothérapeutique les patients. Je crois que les émotions ne sont pas le seul objet des psychologues. Des tas de gens travaillent sur les émotions. D'ailleurs, on a des travaux qui sont menés sur activité physique et dépression, vous voyez, donc, et on a des gens qui sont payés, qui ne sont pas des psychologues, pour prendre en charge à partir de l'activité physique les patients. Donc, penser que c'est notre objet, c'est la plus grande erreur que nous puissions faire. Penser qu'on puisse fédérer tous ceux qui travaillent autour de cet objet pour penser la psychothérapie en des termes nouveaux, c'est plutôt ma perspective. Donc permettez-moi d'ouvrir un petit peu les choses et de vous parler d'une réflexion que l'on a sur un champ dont je ne suis pas convaincu, on verra, quant à sa place dans cet univers qui est le nôtre, mais je crois que nous devons y être. Je crois que nous devons trouver notre place dans cet univers-là. C'est celui des environnements virtuels et celui de l'intelligence artificielle. Nous y sommes. Nous sommes en train de créer tout un ensemble de choses autour de cette question-là. Nous avons plusieurs thèses là-dessus. Et je vais vous faire part, d'une certaine manière, de ma réflexion autour de ce champ-là. J'aborderai plusieurs points sur la réalité virtuelle, d'abord ce que c'est, sur les approches effectivement actuelles qui d'abord évoluent très vite et qui sont très comportementalistes encore aujourd'hui, et ce qu'on peut attendre est également effectivement de l'intelligence artificielle et des environnements virtuels aujourd'hui, et peut-être se poser un peu la question de ce qu'on peut en attendre d'une certaine manière. Peut-être que ça peut être une vraie ouverture pour les psychologues et pour les psychothérapeutes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que chacun d'entre nous, sans doute dans cette salle, mais dans notre métier, a un avis. C'est-à-dire qu'on a soit des gens qui sont très résistants, très méfiants, défiants, d'accord, sans véritablement savoir de quoi ils retournent, avec une posture très dogmatique. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui sont très fascinés, curieux, optimistes, pragmatiques, et qui y vont sans se poser de questions. On est vraiment sur une idéologisation de l'objet, c'est-à-dire que cette question de la place de ces nouvelles technologies dans un champ
dont on se dit mais jamais la technologie pourra venir remplacer la complexité du thérapeute. On l'évoquait tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Je veux dire, eh bien, on a tous un avis tranché. D'ailleurs, je vous rappelle que avant la Covid, on avait tous un avis sur la psychothérapie à distance. Tous. Et il était impossible, on avait essayé de monter des travaux de recherche avant la Covid, mais on s'était vraiment fait maltraiter. Et on est passé allègrement les uns et les autres à la psychothérapie à distance, sans d'ailleurs se demander ce qui était activé, hein, à proprement parler. Quels étaient les enjeux, qu'est-ce qui transformait le rapport à la thérapie. Hein. On le fait, ça s'est banalisé. Et il y a eu un avant, après Covid dans ce domaine-là. Et les choses, effectivement, se sont effectivement apaisées. Alors, moi, je pense que ça pose des questions. Pas tant pour moi, dans 10 ans je serai à la retraite, mais pour les nouvelles générations. Et en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur, on se doit de préparer nos étudiants. Dans les nouvelles maquettes de master, on a mis plus d'une 50aine d'heures sur ces questions-là. Il faut les sensibiliser. Ah, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord, bien. Et je crois que ça va nous conduire. Et il y a des choses étonnantes, mais ça va à une vitesse, je vous donnerai 2 exemples tout à l'heure, ça va à une vitesse étonnante hein, dans ce domaine-là, les évolutions de la technologie nous amènent à une capacité aujourd'hui à saisir véritablement des processus très complexes. Et en tout cas, je suis certain que ça va venir bousculer notre métier, on le verra tout à l'heure, et je crois qu'il faut s'y préparer. Et je crois qu'on se doit, en tant qu'enseignant, pédagogue, être en mesure de préparer les générations à venir à cette transformation. Alors, la réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on peut la définir? Voilà, il y a des tas de définitions, mais globalement, ce sont des environnements tridimensionnels dans lesquels on va, au fond, on va immerger le patient et le confronter à des situations diverses, variées, dans lesquelles il va se comporter, quel que soit ce qu'on veut traiter. C'est très commun. Hein, je veux dire, pas besoin d'être psy pour faire ça. Hein, il suffit d'être un bon behavioriste la plupart du temps. Et on met un casque VCR et on fait des thérapies de l'exposition. Et voilà, c'est à peu près ça, même si ça a quand même beaucoup changé. Il y a effectivement quelque chose qui est une autre définition où on est sur quelque chose de plus complexe, où on est sur l'étude des interactions en temps réel avec l'environnement tridimensionnel. Et là, on commence à mettre effectivement un peu plus de complexité. En d'autres termes, la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est un environnement immersif dans lequel on plonge le sujet. Il y a un système d'interaction, ça nous intéresse les interactions. Et surtout, le patient, en l'occurrence, c'est plus un observateur extérieur, il est véritablement acteur de ce qui se passe. Hein. Et ça, c'est aussi une nouvelle dimension qui va s'introduire dans la réalité virtuelle. En d'autres termes, c'est un nouveau paradigme. Hein, qui s'offre ou qui s'impose à nous selon les cas, et dans une relation avec un certain type de machine, hein, puisque c'est produit par la machine, et dans un contexte quand même particulier auquel on n'osait pas toucher jusque-là, qui est celui de la psychothérapie. Alors, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, même si les choses évoluent, c'est très behavioriste. C'est-à-dire que depuis longtemps, on fait de l'exposition pour la peur de l'avion, la peur des différentes phobies, avec une théorie en arrière-fond qui est celui de l'accommodation, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on va exposer les gens et ça marche plutôt bien lorsqu'on est dans des problématiques, admettons-le, simples sur le plan psychopathologique. Hein. Je veux dire, là, ça roule, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème. Sauf que dans nos cabinets, on a rarement des situations pathologiques simples. Hein. Je veux dire, on a quand même, des situations éminemment complexes, dont certains symptomatologies, comme le symptôme phobique, les angoisses, hein, sont qu'une expression. Et on sait très bien que ça suffit pas
pour prendre en charge un patient. D'accord ? Donc on voit bien que c'est fascinant. Aujourd'hui, et depuis quelques années, on a été très fasciné, y compris en tant que thérapeute et que clinicien, par la dimension technologique. Hein. On a tellement dans ces fantasmes de faire science, hein, ça c'est un peu la faiblesse des psychologues, hein, il faut qu'on fasse science. Donc la technologie nous a fascinés. Mais le problème, c'est qu'on a surtout été fascinés par la technologie et qu'on n'a pas mis grand-chose d'un point de vue psychopathologique dans ces environnements. Et sans doute que là, il y a quelque chose qui commence à changer. En d'autres termes, là, dans ces environnements, on essaye effectivement de réduire le symptôme la plupart du temps. D'accord ? Et je pense que ça, on est arrivé au bout. Hein. On est arrivé au bout, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dans nos environnements de thérapeutes, la situation clinique de nos patients, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on parlait de patients borderline, de traumas complexes, de troubles dissociatifs, c'est une autre histoire. Vous pouvez toujours revenir avec votre casque virtuel, ça marche pas. On a fait j'ai fait soutenir une thèse de mes étudiantes il y a peu de temps où il y avait une espèce d'aspiration sur un environnement virtuel vraisemblablement susceptible en EMDR de traiter des choses, mais ça a été un flop total. L'absence de résultat était un résultat. C'est-à-dire que au fond, ça suffit pas, quoi. Je veux dire, il faut mettre un peu d'intelligence et un peu de complexité pour effectivement même pas remplacer le thérapeute, ne serait-ce que compléter son action. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent, on a de plus en plus de choses qui se développent, on va le voir, des techniques de neurofeedback qui permettent l'interaction sur les états émotionnels du patient, de la e-santé qui se développe de façon, mais alors, avec une pertinence. On a développé, on était dans un gros programme de recherche sur le développement de la télémédecine en Meuse. La Meuse, c'est un département en France qui est très dépeuplé, quoi. Et avec les informaticiens, avec les médecins, on a travaillé sur l'évaluation, l'utilisation de cette e-médecine. Et on voit que, je veux dire, on a des indicateurs aujourd'hui avec certains petits capteurs qui permettent d'avoir des éléments diagnostiques d'une grande fiabilité. Ça pose des tas de questions hein, aussi sur l'avenir de la médecine, mais n'ouvrons pas le débat pour l'instant. Et puis des avatars qui sont de plus en plus fins, et des gens qui travaillent, par exemple, j'ai lu récemment des papiers, des gens qui ont travaillé pendant quelques années là sur mettre en cohérence le mouvement des lèvres de façon extrêmement précise avec ce qui est dit. Ça a donné lieu à d'énormes recherches. Pour nous, ça paraît un détail, mais effectivement, ça va rendre de plus en plus crédible ce qui va se passer dans ce domaine. Et force est de constater que quand on regarde un peu la littérature dans ce domaine, elle reste encore un peu assez pauvre, assez simpliste, comme j'évoquais tout à l'heure. D'abord, on a peu d'études contrôlées randomisées, même si, je veux dire, c'est pas ça qui va faire la recherche. Les études contrôlées randomisées, c'est très bien pour effectivement identifier les effets, mais dans la vraie vie, les choses ne sont jamais égales par ailleurs. Donc, il faut transposer la réalité des études contrôlées randomisées dans les situations de la vie réelle et prendre la complexité, non pas pour la réduire, mais pour la prendre comme objet d'étude. Hein. Et c'est un peu complètement l'objet de nos travaux actuellement. Mais c'est prometteur. C'est prometteur et je crois que ça va nous amener de plus en plus dans une appréhension de psychopathologie complexe. Et je crois que ça va venir, on va le voir, interroger fondamentalement notre métier. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'intelligence artificielle et des environnements virtuels ? ChatGPT, ça a 2 ans. D'accord ? Donc, en ayant un peu bossé, tous des spécialistes de ChatGPT. C'est-à-dire, à moins que vous ayez 2 ans de retard. Et je vous invite à le rattraper parce que c'est encore faisable. D'accord ? Mais c'est incroyable. On s'engueule avec ChatGPT. Hein, je veux dire, on lit qu'on n'est pas content. Et on arrive à avoir des informations aujourd'hui. Hein. Alors évidemment, je dis pas que c'est la réponse, mais aujourd'hui déjà, ça nous amène, mais
une source d'information. Alors on va dire oui, c'est pas sourcé, mais bien sûr, mais en 2 ans, ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? D'accord? Donc moi, j'ai envie d'être là pour savoir comment ça marche. Et quand je demande à ChatGPT des choses sur certaines pathologies, que je rende des informations sur certains de mes patients, pour tester, pour m'amuser. Alors des fois, je lui dis, tu déconnes. Et des fois, il dit des choses, waouh. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus, moi, à mes étudiants demain? Vous voyez ça? C'est-à-dire, comment moi, je vais apporter une plus-value à mes étudiants par rapport à la machine? C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on va analyser les données, peut-être, et on peut déjà commencer à analyser et rentrer dans ChatGPT, par exemple, les données de suivi du patient. Et il arrive à vous faire des synthèses intéressantes. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, c'est lacunaire. Mais il fait des choses qu'on ne savait pas faire avant. Les chatbots. On a des gens qui sont... On a réuni un consortium de spécialistes. On a des gens qui travaillent. Et alors, vous avez la chance d'avoir Alain Blanchet dans votre école sur la question du langage. Et avec des chatbots de plus en plus fins. Alors derrière, il y a des modèles théoriques qui sont parfois discutables et on est en train de travailler avec une équipe de linguistes où on commence à traiter. Moi, j'ai des souvenirs d'une autrice qui s'appelle Kerbrat Torrichioni qui travaillait sur l'implicite, qui commence à travailler sur les données implicites du langage. Donc, c'est pas totalement au point, mais on voit qu'il y a des choses qui, effectivement, sont d'une grande finesse et qui s'affinent avec le temps. Et il y a 2 attitudes, rappelez-vous. Soit on dit c'est nul, je le dégage, ça n'a pas de sens, c'est contre-intuitif, c'est pas dans mes... Soit on se dit ouais, moi j'ai envie d'être parce que j'ai envie de voir où ça va et peut-être que je pourrais même contribuer à ce que ça aille pas dans le mauvais sens. Mais il y a des travaux extraordinaires. Il y a des gens qui investissent énormément d'argent sur ces questions-là. Sur la détection des troubles précoces. Vous allez me dire mais comment c'est faisable? Ben, je vais vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez effectivement aujourd'hui, on peut attraper non seulement des schémas de langage, mais aussi des signes verbaux. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a même d'autres technologies très intéressantes qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Alors, évidemment, ça ne suffit pas. On a encore besoin d'être là. On a besoin d'être notre intelligence de clinicien. Mais il y a tout un volet de gens qui ne sont pas du milieu, d'autres qui sont du milieu, qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, peut-être que l'intelligence artificielle nous permettra demain d'aller vers quelque chose qui est notre fantasme, une vraie individualisation des soins. Peut-être que même, ça ouvre la porte vers une perspective auquel on aimerait bien accéder, mais on n'y peut pas parce que notre cerveau est limité et puis qu'on ne peut pas se former à tout. Une prise en charge vraiment holistique, on en dira un mot tout à l'heure. Et puis, on a aussi la possibilité d'accéder à distance, et ça je vous le dirai, de permettre un accompagnement des thérapeutes, des patients à distance. Alors, on peut aussi enregistrer les séances, je vais passer là-dessus, on peut accéder à des ressources complémentaires, je l'évoquerai un petit peu, mais on peut, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, accéder en tant que patient à des techniques d'auto-soin. On peut accéder à des techniques de régulation des émotions. Je veux dire, très simplement. C'est-à-dire qu'il y a une ressource supplémentaire aussi pour le patient, et ça, on l'abordera un peu plus tard. Quel est notre projet? Notre projet, c'est le développement d'un cabinet virtuel. C'est-à-dire qu'actuellement, au Centre Pierre-Janet, qui est un gros centre de psychothérapie et de recherche sur les psychothérapies, on a un peu plus de 400 consultations par mois. On a donc une grosse file active. L'idée, c'est quelle va être la psychothérapie demain. Et l'objectif de cet environnement virtuel, il se situe sur 4 dimensions. Informer les patients, alors pas faire de l'information comme ça existe sur de nombreux sites. L'idée, ce sera de faire de l'information prospective. C'est-à-dire que j'aimerais bien être en 87 et voir apparaître la première publication sur la thérapie EMDR et dire dans cette partie-là, voilà des pistes de recherche. Voilà ce que sera peut-être l'avenir de la discipline. J'aimerais bien
aujourd'hui, c'est pas encore fonctionnel, publier tous les travaux sur les plantes et sur les champignons, tiens, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais une littérature scientifique prospective. Voilà. Former. Ben, aujourd'hui, la formation, ça intéresse l'école. Les gens y viennent, c'est comme dans les congrès, vous avez beaucoup qui sont là, beaucoup qui sont à distance. Et on regarde dans nos DU, on se rend compte que dès qu'on met des DU à distance, on en a de plus en plus, les gens ils se forment à partir de 9h le soir jusqu'à 11h. Parce que les gens, ils ont une vie, ils n'ont pas toujours le temps de prendre une semaine pour aller se former. Et la formation à distance, c'est l'avenir. Évidemment, c'est toute une ingénierie pédagogique derrière. Hein. C'est pas juste je filme et je projette. Hein. On a fait 100 heures de vidéos pour l'Irak sur la formation des thérapeutes. Je veux dire, c'était plus de 200 000 €. Donc avec tout un environnement où les gens peuvent naviguer, etc. Donc on a acquis une expertise et je crois beaucoup à ces nouvelles formes de formation. Donc le PV, c'est information, formation. Jusque-là, presque trivial. Mais imaginons un monde où, en tant que thérapeute, je puisse donner accès à mes patients. Pour l'instant, j'existe encore en tant que thérapeute. Hein. Bien. À un environnement où mon patient... Moi, je travaille beaucoup sur les malades du cancer. Les malades du cancer, on a beaucoup de travaux là-dessus, mais mes patients, je veux dire, ils n'ont pas le temps d'attendre une semaine pour me revoir. Ils ont des angoisses, ils ont des peurs. Ils ont besoin d'un suivi presque tous les jours. Je ne peux pas les voir tous les jours. Imaginons un monde où, effectivement, je puisse donner accès à un environnement pour ces patients où ils vont pouvoir trouver de la ressource complémentaire. De la ressource pour gérer leurs émotions, de la ressource pour avoir des outils qui leur fassent en retour, leur permettent d'avoir un état sur leur état émotionnel, qui leur permettent de les stabiliser. Première étape, c'est la dimension stabilisation. En d'autres termes, on régule les émotions. C'est quoi la différence entre la stabilisation et la psychothérapie? De mon point de vue, la stabilisation, on ne touche pas au réseau de mémoire traumatique. La psychothérapie, on a une démarche beaucoup plus curative. D'accord ? La dimension traitée, elle fait l'objet de beaucoup de travaux actuellement dans mon laboratoire. Moi, je travaille beaucoup avec la thérapie EMDR, mais c'est un prétexte, la thérapie EMDR. C'est la psychothérapie de façon générale. Je ne crois pas qu'il y ait autant de principes actifs qu'il y ait de psychothérapie. Sinon, ça voudrait dire qu'il y ait 50 ou 60 principes actifs différents. Laissez-moi rigoler. Donc forcément, on touche à des principes actifs communs par des biais spécifiques, et donc on travaille là-dessus, avec des modèles qu'on partagera peut-être pas, mais c'est pas grave, sur la théorie de la consolidation-reconsolidation, la théorie de la mémoire de travail, et donc on essaye de déployer, d'abord d'un point de vue expérimental, des environnements qui permettent de s'appuyer sur ces modèles théoriques et de proposer une prise en charge. Pour l'instant, on n'y est pas, on a commencé les travaux, et je vous dis, je ne sais pas encore. Mais voilà le projet. Mais regardez, dans ce projet, en quelques années, on a déjà eu 2 exemples très intéressants, et ça ne cesse d'évoluer. Le premier, je suis tombé de ma chaise, voilà, parce que on utilise ce que vous connaissez tous, la cohérence cardiaque, vous allez voir comment. Et le deuxième, c'est l'utilisation de biomarqueurs vocaux. D'accord ? Bien. Alors, le premier, sur l'utilisation de la variabilité sinusale. Vous savez tous ce que c'est que la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le nom grand public. On parle de variabilité sinusale. Globalement, il y a des tas de travaux sur le lien entre ce paramètre-là et des états de santé émotionnels et physiques. Qu'est-ce que c'est que la variabilité émotionnelle? Globalement, vous voyez, vous avez ici une dépolarisation, et je vais prendre une métaphore. Quand vous marchez, vos pas n'ont pas tous la même taille. Seul un robot a des pas de la même taille. D'accord ? Quand vous avez un pacemaker, entre les 2 pointes RR, c'est le robot, c'est la même taille. En revanche, votre cœur, mon cœur, eh bien, il y a une variabilité dans ces temps-là, de quelques millisecondes. Eh bien, c'est ça la variabilité sinusale. Plus cette variabilité sinusale est importante, plus il y a des problèmes de dysfonctionnement. Quand vous êtes dans des états anxieux, cette variabilité sinusale, elle est très forte. Donc c'est un indicateur intéressant, et par des calculs très savants, regardez, on a ici vous voyez, la temporalité ici, et puis là on peut faire ce qu'on appelle un tachogramme, d'accord ?
Donc on reporte chacun des points. Et quand vous avez des grandes variabilités, ça veut dire que c'est déséquilibré. Mais c'est pas tout. Grâce à des calculs mathématiques sur lesquels je ne vais pas revenir, que j'ai compris mais que je ne sais pas faire, eh bien on arrive à décomposer cette variabilité-là en quantifiant le taux de contribution du système nerveux périphérique sympathique, parasympathique. On arrive à le quantifier. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant. En d'autres termes, on peut avoir une information sur l'état émotionnel du sujet simplement grâce aux variations cardiaques. Et on a développé e-Virtual. E-Virtual, c'est quoi ? Vous prenez votre iPhone, vous prenez votre écran d'ordinateur, et bien cet iPhone est capable de mesurer les variations de couleur du visage que vous ne voyez pas à l'œil nu, grâce au rythme cardiaque. C'est ce qu'on appelle effectivement la photoplethysmographie, et donc on arrive à voir ce fameux rythme cardiaque, d'accord, grâce simplement à la caméra de l'ordinateur. Et donc avoir une information sur l'état émotionnel du sujet qui est soit dans le casque, soit en face de la caméra. Et donc lui faire un feedback sur la pertinence de son exercice au moment où il le fait. Vous voyez, c'est vachement intéressant. Vous voyez, pour le pauvre psy que je suis, ça me donne un indicateur où j'ai pas besoin de demander au patient de mettre son doigt dans je sais pas quoi. Non, en direct. D'accord ? Ça, c'est extraordinaire. Deuxième truc. L'utilisation des biomarqueurs vocaux. On a un collègue qui fait partie de notre labo qui est à Luxembourg, qui s'appelle Guy Fagerazzi, qui lui a travaillé sur la voix en matière de santé. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'identifier par certaines caractéristiques liées à la fréquence de la voix certaines pathologies. Et qu'il s'agisse de maladies cardiaques, de diabète, de maladies Alzheimer, et même sur les problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que c'est l'analyse de la voix, d'accord, qui effectivement serait un indicateur, et on commence à avoir des publications très intéressantes avec des protocoles qui permettent d'analyser ce que dit le patient, d'accord, et qui permettent d'identifier des liens avec certaines pathologies. Et ce sont des travaux en cours. Il y a un gros programme de recherche qui a été lancé au Luxembourg et avec des indicateurs très intéressants. Vous voyez, on n'est même pas dans le contenu verbal, on est simplement dans la fréquence vocale et une finesse de détection de ces paramètres-là. Ben moi, ça m'intéresse dans mon projet. Parce que ça m'intéresse, y compris si je veux faire de la prévention. Ça ne veut pas dire que ce sera le seul indicateur, mais en tout cas, je sais que moi, qui suis dans un laboratoire où on s'est un peu spécialisé dans la psychométrie, eh bien, ça me permettrait d'être un peu plus adapté que de faire passer 50 000 questionnaires à mes patients, surtout si ces modèles-là sont demain validés. Donc, on est dans quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et il y a d'autres outils qui existent. Mais, vous voyez, c'est de la tambouille technique, tout ça. La question, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans une problématique psy. Moi, je reste un psy. Je ne suis pas un informaticien. Ça m'intéresse, la technologie, mais ce qui m'intéresse, c'est mes patients. C'est comment je vais combiner ça, comment je vais articuler ça de façon intelligente. Et c'est ça l'enjeu. On ne doit pas être dépendant des informaticiens. Non. La technique doit être à notre service. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut traiter, comment on veut traiter, qu'est-ce qu'on va faire des données, comment ça s'intègre dans une intelligence clinique. Et il est là en jeu aussi. Voyez. Et le risque, c'est d'être séduit par la technologie, pour la technologie. Voyez. Et de ce point de vue, c'est un vrai problème parfois, c'est d'être plus fasciné par la forme, alors que c'est le fond qui doit effectivement nous aider. En tout cas, les environnements virtuels, pour parler cette fois des environnements virtuels, c'est quand même intéressant. Moi, je serais contente que mes patientes puissent accéder à cet environnement pour réguler leurs émotions, leurs peurs, leur sentiment de peur de mourir, la perspective d'un examen qui arrivera demain et le psy, je peux pas le voir. Mais moi, ça m'intéresse de mettre ça à disposition de mes patients. Moi, je suis d'abord intéressé par mes patients. Et
Ça m'intéresse de me dire que mes patients, ils pourraient voir et accéder à de la ressource n'importe quand dans la journée. Ça m'intéresse de me dire qu'effectivement, y a quelque chose là d'intelligent que je vais pouvoir mettre à leur disposition. Si c'est fiable, si c'est solide, s'il y a de l'anonymat, si c'est confidentiel. Mais ça m'intéresse aussi de pouvoir personnaliser les choses. Ça m'intéresse de pouvoir, avec eux, on y reviendra tout à l'heure, avec eux, co-construire le process. Avec eux. On verra tout à l'heure les conséquences, parce que tout ça, ça a d'énormes conséquences. Je veux dire, ce qui est également utile, ce qui doit être utile, c'est que ça doit être adaptable à tous les types de psychothérapie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les TCC, parce qu'elles sont protocolisées, soient les thérapies effectivement qui tiennent le haut du pavé. Je crois qu'il faut sortir de cette idéologie-là. Je veux dire, on a assez souffert en France de cette stigmatisation d'un côté des psychanalystes, de l'autre côté des comportementalistes. Il faut arrêter, quoi. Ça nous a fait perdre 30 ans dans notre discipline, quoi. Je veux dire, je crois qu'on a le même objectif et surtout, il faut arrêter de penser que telle approche, je veux dire, est plus efficace qu'une autre. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez un médicament est plus efficace qu'un autre. Non. Un médicament pour le diabète, il est plus efficace que l'aspirine. Mais les thérapies ne sont pas plus efficaces les unes que les autres. Elles sont plus efficaces dans telle approche. Et il faut arrêter avec ces postures qui sont juste idéologiques. Parce qu'on se met une balle dans le pied. Et que notre génération n'a pas cessé de le faire. D'accord ? Et peut-être que là, avec les environnements virtuels et ces nouvelles technologies, il y a peut-être de nouvelles pistes qui s'ouvrent. Alors l'avenir d'une illusion, l'espoir pour la psychothérapie, oui je crois, vraiment. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui va en être demain ? Je crois qu'on va être véritablement dans une transformation du métier. Je veux dire, je crois que les tâches les plus simples, je veux dire, vont être implantées en machine. On n'aura plus besoin du thérapeute pour appliquer des choses simples et simplistes. Je veux dire, et la question qui va se poser, c'est quelle va être la plus-value du thérapeute demain ? Est-ce que c'est la fin du métier tel qu'il existe aujourd'hui ? Et donc là, on a bien des enjeux ici qui arrivent, et je pense qu'on va vers un nouveau métier, d'accord ? Et ce nouveau métier, je vais revenir. Et ce nouveau métier, je crois que il va nécessiter effectivement que dans nos formations et dans l'exercice du métier, on fasse un pas de côté. Je crois qu'effectivement, il y a différents aspects, je ne peux pas tout aborder, mais qui vont être de développer une expertise, qui vont être d'aller peut-être vers enfin une approche intégrative. Ça va être en matière de recherche, d'être dans la question de la complexité, j'en dirai un mot tout à l'heure. Ça va être de repenser en des termes nouveaux la question de la relation entre le patient et le thérapeute. Ça va être effectivement de repenser aussi la formation de nos étudiants. Alors, je voudrais aborder trois hypothèses plausibles qui, à mon avis, sont importantes. La première hypothèse, elle concerne la dimension de la thérapie intégrative. Alors on peut discuter, considérer, et j'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. Je veux dire, chacun est dans son champ, mais comme j'évoquais tout à l'heure, je crois que on a la chance d'avoir accès à tellement de ressources aujourd'hui pour prendre en charge nos patients que ce serait dommage de se focaliser uniquement sur ce qu'apporte en soi notre discipline. Je crois que également les thérapies qui sont trop standardisées, qui impliquent effectivement de tordre le patient pour le faire effectivement se conformer à nos modèles, est aussi quelque chose qu'il va falloir revoir. Je crois que ce que nous va nous permettre l'intelligence artificielle, mais c'est un doux rêve, en tout cas c'est le mien, mais je vous demande, vous n'êtes pas obligé de le partager. C'est-à-dire que moi j'ai envie j'imagine un monde où peut-être le thérapeute pourra faire cohabiter les médecines traditionnelles, la phytothérapie, les psychothérapies, les médecines conventionnelles, les médecines complémentaires. Mais mon cerveau, il est trop petit pour intégrer tout ça. Mais peut-être que demain, l'intelligence artificielle nous permettra
de faire converger l'ensemble de ces connaissances et de penser un support thérapeutique total, d'être dans une intégration à la fois de la santé physique et psychologique. Parce que l'intelligence artificielle nous donne accès à un champ de savoir qu'il conviendra d'articuler, qu'il conviendra de penser, qu'il conviendra d'articuler, y compris avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, quand même, on est dans une société folle. Qui fait la synthèse en matière de santé ? Qui fait la synthèse? Même en médecine, j'ai des copains, ils sont spécialistes de telle artère du cœur. Qui fait la synthèse? C'est simple, c'est le patient, il se démerde. Le patient. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un rôle à jouer là? Non pas pour changer notre place, mais peut-être la faire évoluer. Peut-être que ça peut être aussi une perspective dans l'évolution de nos formations, vers ce à quoi on aspire, pour certains en tout cas, qui est le doctorat d'exercice, quoi, et qui permettrait sans doute d'aller vers quelque chose qui soit une dimension plus intégrative. Et je crois que là, on est véritablement dans un saut conceptuel, dans un saut épistémologique et dans une clinique qui pourrait devenir inédite pour le psychologue. Et peut-être que l'intelligence artificielle, très étonnamment, ça peut être sans doute une vraie voie pour une prise en charge holistique. Deuxième chose, la relation patient-thérapeute. Là aussi, elle change et elle va changer inévitablement. Pourquoi? Mais d'abord parce qu'on passe d'une relation duelle à une relation triangulaire. Je veux dire, on avait le patient, le psychothérapeute. Aujourd'hui, on a le patient, le psychothérapeute et l'intelligence artificielle. Mais on change la donne. Il y a un troisième élément qui intervient. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique un savoir et des compétences partagées. C'est-à-dire que si on veut faire du thérapeute, du patient, quelqu'un qui est inscrit dans cette triangulaire, il va falloir le former, le sensibiliser à cette question d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on n'est plus le sachant, on n'est plus le seul sachant de cette relation-là. Et ça, c'est une vraie évolution. On va modifier évidemment notre relation, je veux dire, puisqu'on est dans cette triangulation-là. On va donner de l'autonomie au patient, en développant l'empowerment. Vous voyez, on va lui donner une capacité, une compétence nouvelle dans sa capacité à gérer les choses. On va externaliser certaines activités et rendre le patient plus autonome sur d'autres activités. On va également être dans des espaces-temps thérapeutiques qui vont être multiples. C'est plus l'espace-temps du cabinet, à un rendez-vous à un moment donné. On va être dans des espaces-temps complètement différents. Ça va changer la donne aussi, de ce point de vue. On va également être dans un travail nécessaire d'éducation thérapeutique sur la santé mentale. Il va falloir faire un vrai job d'éducation thérapeutique avec le patient pour lui permettre d'utiliser ça de façon pertinente. Et puis, on va également être dans quelque chose de global, que je l'ai mis en bas, c'est encore plus la co-création du processus psychothérapeutique dans cette triangulaire qui est novatrice. Donc un nouveau paradigme, et d'une certaine manière, c'est la fin d'une certaine médiocrité. Parce que à partir du moment où c'est dans la machine, mais encore une fois, quelle va être la plus-value du thérapeute? Quelle va être la plus-value du thérapeute à ce moment-là? Dans son usage de l'outil, d'accord, et la psychologie du protocole, la psychologie du technicien ou du psychologue technicien, je veux dire, de ce point de vue, il ne fera pas long feu. Donc une expertise nouvelle qu'il va convenir de développer, d'accord, de mon point de vue, et je trouve que c'est fascinant. Et puis, il y a un volet qui m'intéresse plus parce que, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la complexité. C'est-à-dire que on fait des études contrôlées randomisées, ça nous coûte 3 bras, on est content, on publie dans une super revue, super, mais ça ne dit rien de ce qui se passe dans la vraie vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on a fait nos études contrôlées randomisées, c'est quels sont les mécanismes, quels sont les processus, quels sont l'ensemble des processus. Donc, c'est vraiment un travail sur l'étude de la complexité. Et de ce point de vue-là, on a des enjeux majeurs puisque on a besoin effectivement d'aller chercher et d'aller comprendre ce qui va jouer, parce que pour l'instant, on ne peut pas se passer de l'intelligence, et tant mieux. Et il faudra sans doute pas, et c'est là où on va devoir upgrader notre contribution en tant que praticien et de déployer cette intelligence clinique pour la prise en charge
de pathologies complexes. Encore une fois, je reviens sur mon propos tout à l'heure. Je veux dire, les études qui portent sur des tableaux cliniques simples sont intéressantes, mais ce n'est pas ça la majorité de nos patients. Et là, l'enjeu est d'une autre nature. On n'est pas sur 3 ou 4 séances. Quand on prend en charge, on parlait de patients borderline ou des traumas complexes ou des troubles dissociatifs, c'est en années qu'on part, d'accord. Donc on est sur d'autres problématiques et évidemment on peut simplifier la complexité, hein, mais je pense que effectivement il y a quelque chose là de nouveau et travailler beaucoup plus sur l'efficience que sur l'efficacité, et ça c'est des enjeux méthodologiques effectivement qui là aussi vont impliquer des choix épistémologiques forts. Donc voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire et quel est le niveau de ma réflexion, que vous pouvez partager ou non, hein. Mais en tout cas, ça va nous permettre de faire évoluer les choses. Je pense d'aller vers une adaptabilité et une adaptation des interventions, et ça, c'est important. Alors, je pense qu'on a quand même un grand problème, hein, c'est l'accès à la technique et à la technologie. Il y a un vrai clivage psychosocial. Et de ce point de vue, il va falloir être très vigilant. Et puis, l'autre grand problème, c'est de ne pas laisser être fascinés nos étudiants par la technique, ce qu'ils sont le plus souvent. Ne pas laisser être fascinés nos thérapeutes par la technique, encore une fois. Parfois, la forme, c'est le fond, mais pas toujours. Je pense qu'il y a un vrai travail là qu'il faut mener. En tout cas, je pense qu'il va falloir être vigilant. Et j'invite, si vous êtes partant, hein, à venir collaborer autour de travaux de recherche comme ceux-là. J'espère que cette discussion, cette réflexion que j'ai menée avec vous en quelques minutes vous a stimulé, agacé, intéressé, peu importe. En tout cas, j'espère que ça ne vous aura pas laissé indifférent. En tout cas, moi, ça ne me laisse pas indifférent. Je suis thérapeute depuis 1998. Je suis formé à plein d'approches psychothérapeutiques. Je suis préoccupé par la philosophie de Pierre Janet, c'est le patient avant tout. Et la théorie, je m'en fous. Ce qui préoccupe, c'est la théorie pour le patient et pas la théorie pour la théorie. Et donc, m'inscrire dans ce champ qui est celui des nouvelles technologies, eh bien, c'est poursuivre ce chemin-là, en se disant, voilà une ouverture, il faut la saisir, parce que ça permettra de faire en sorte que nos sociétés soient meilleures. Et quand on fait de la psychothérapie, on fait de la politique, parce qu'on transforme les gens, et on espère, derrière cette transformation individuelle, rendre nos sociétés meilleures. Je vous remercie.